Oui, mesdames et messieurs, chers et chers participants, je me réjouis de pouvoir vous souhaiter la cordiale bienvenue pour cette soirée débat. C'est une soirée débat que nous avons décidé de faire en ligne au lieu de la faire en place à l'Espace Dickens à Lausanne. Et je me réjouis de vous avoir parmi nous. C'est une soirée débat qui s'inscrit dans une série d'événements de 4 événements que nous faisons consacrés au sujet de la liberté et consacrés aussi aux positions de la social-démocratie, du Parti socialiste et de tous ceux qui rejoignent le mouvement socialiste à l'égard justement de la liberté. C'est une série d'événements. On a déjà eu un événement à Zurich, on a eu un autre à Berne et puis on aura un quatrième fin novembre à Bâle. Ce soir s'inscrit dans cette série d'événements qui est soutenue de manière très généreuse par la fondation Annie Klavamorf, qui est une fondation nouvellement conçue, qui est proche aussi justement du mouvement socialiste et puis qui souhaite promouvoir le débat politique, le débat public aussi sur des questions politiques. Nous sommes très reconnaissants, bien sûr, que la Fondation nous permet d'organiser et de tenir ces 4 événements. Lorsqu'on parle de liberté, il va de soi, bien sûr, que le thème de la migration constitue, dans ce contexte, un élément crucial. Les États-nations connaissent tous des limitations à la migration des personnes. Chacun des États en ce qui concerne la migration à travers les frontières. Certains également, à l'intérieur du pays, des restrictions qui s'appliquent à certains groupes alors que d'autres ne sont pas atteints de ces restrictions. Pouvoir se déplacer librement représente donc souvent un privilège qui est loin d'être accessible à toutes et à tous. Typiquement donc, ceci constitue une liberté qui est distribuée de manière inéquitable. Ceci se manifeste de manière particulièrement visible sur notre continent, à savoir l'Europe, où la libre circulation des personnes entre, en l'occurrence, la Suisse et l'Union européenne constitue une liberté fondamentale et puis certainement aussi un progrès politique éminent. Cette libre circulation des personnes a accordé aux travailleurs étrangers des droits qui étaient auparavant soumis aux caprices de la politique nationale. Or, cette liberté n'est pas seulement constamment contestée en Suisse, mais elle représente également une liberté qui sépare celles et ceux qui ont la chance d'être ressortissants européens et celles et ceux qui viennent d'ailleurs. Pour eux, avec comme conséquence de devoir se soumettre à des procédures pénibles ou de se voir refuter tout droit d'entrer le pays, voire même le continent. Comment alors la migration peut-elle rendre notre société plus libre et plus humaine? Est-ce que la migration constitue un besoin humain? Et comment on réussit à sortir d'un narratif qui verrait la migration comme demandant trop aux sociétés et aux individus? Voici certaines des questions dont nous souhaitons débattre ce soir. Notre série d'événements justement sur la liberté s'intéresse tout particulièrement aussi aux positions de la gauche à l'égard de la thématique et aux répercussions éventuelles de la thématique, la liberté et des différentes sous-thématiques que nous traitons sur la crise actuelle dans laquelle se trouve la social-démocratie. Ceci est une crise, bien sûr, véritablement européenne. On se demandera donc, entre autres, ce soir également, si la gauche dresse un tableau trop rose de la migration, de ses effets, et comment la gauche saurait mener un discours libérateur, justement, au sujet de la migration. Et je me réjouis donc énormément de pouvoir discuter ces questions ce soir avec nos invités et avec vous qui nous suivez à l'écran. Encore une fois, nous regrettons de ne pas pouvoir nous rencontrer physiquement. En effet, nous voici, et on en a discuté tout à l'heure déjà entre nous, nous voici dans une situation dans laquelle nous jugeons judicieux de renoncer à exercer certaines de nos libertés. C'est par prudence et c'est par solidarité, ce qui nous a paru important dans le contexte actuel.
D'autant plus, je me réjouis de vous accueillir, toutes et tous parmi nous, et de souhaiter la bienvenue également, bien sûr, à nos oratrices et orateurs. Ce sont, et je me permets de vous présenter brièvement, Adamara, elle est conseillère nationale du PS Vaud depuis 2007, oui, vice-présidente du PS Suisse, réélue samedi passé au congrès du parti, et auteur, entre autres, d'un livre publié en 2019 avec le titre Ab wann ist man von hier, le titre en allemand, un ouvrage qui porte sur le thème de ce soir. Je souhaite la bienvenue à Georg Lutz, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Lausanne et directeur de l'Institut FORCE, c'est le Centre de compétences suisse en sciences sociales. Et puis nous avons parmi nous Jean Rochel, docteur en droit et philosophe, éthicien et chercheur qui a longtemps mis un point fort sur le thème de la migration. Il est auteur de plusieurs livres sur le thème, dont aussi La Suisse et l'autre. Et avec tous ces engagements, Jean Rochel est également membre de la constituante au canton du Valais. Est également avec nous ce soir Minli Marty, qui co-organise la série d'événements avec moi, qui est conseillère nationale du PS zurichois depuis 2015. Mon nom, c'est Jean-Daniel Straub, je suis ancien conseiller communal en ville de Zurich et puis membre du comité directeur du PS de la ville de Zurich. La soirée va être ouverte par une brève intervention de la part de Jean Rochel, une intervention qui résumera des points qu'il soulève dans sa contribution au livre qu'ont édité Minli Marty et moi en 2019, intitulé Freiheit, Grundwert in Bedrängnis, qui représente aussi un peu l'arrière-fond de cette série d'événements. Donc, après cette intervention de Jean Rochel, nous débattrons avec les invités et nous serons très heureux d'intégrer dans notre discussion également vos questions, vos commentaires. Nous vous invitons à les écrire dans les commentaires sur la page Facebook et puis ça sera un grand plaisir de pouvoir intégrer vos points de vue, intégrer vos questions dans la discussion. Je me réjouis d'avoir cette occasion ce soir et je me réjouis, Jean Rochel, de te donner la parole en premier. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Jean-Daniel pour l'invitation, pour l'introduction. Merci à Ada et à Gregor d'être de la partie pour la discussion de ce soir. Très très heureux de parler de migration avec vous ce soir. Mon travail, si j'ai bien compris, en 15 minutes, c'est de lancer la discussion sous forme d'hypothèses, de donner un peu de matériel qu'on pourra ensuite décortiquer, critiquer, donner son avis. Donc je vais tenter de remplir ce travail. J'ai 3 sortes d'hypothèses pour la soirée. J'ai appelé la première hypothèse une hypothèse philosophique, une deuxième hypothèse qui porte sur la narration politique de la migration, et une troisième hypothèse qui porte vraiment sur des champs politiques concrets qu'on pourrait ou qu'on devrait mettre en œuvre. Jean-Daniel a mentionné un des livres qui s'appelle La Suisse et l'autre. Il a omis le sous-titre qui est extrêmement important pour moi, qui est Plaidoyer pour une Suisse libérale. Et je joue volontiers aussi le rôle ce soir du libéral bontin. On dit toujours le libéral humaniste, pour faire la distinction avec un autre libéralisme. On pourra peut-être y revenir. Et c'est vrai que moi, je pense à titre personnel que la valeur de liberté individuelle est extrêmement clé et qu'elle est clé quand on parle de migration également. Donc, je vais jouer un peu l'avocat qui met en avant cette valeur. Ça tombe bien, vous me direz, parce que c'était justement le thème général du livre publié par Minli et Jean-Daniel qui parle de la valeur de liberté, ses contradictions peut-être, ses avantages, qu'est-ce qu'on peut en faire politiquement en termes de discours et en termes de politique concrète. Je commence avec la partie philosophique, si ça va pour vous. Sans grande surprise, la thèse principale ici, c'est de dire qu'on devrait poser la question de la migration avec la valeur de liberté au centre. Je pense que la valeur de liberté individuelle, elle va permettre d'organiser toute la question de la migration sur un plan philosophique ou éthique. Quelle est la valeur de la liberté individuelle et pourquoi c'est important? On va surtout parler d'une liberté individuelle, c'est la mobilité, donc le droit de choisir où je me trouve géographiquement. Il y a 2 types de valeurs qui sont mis en jeu ici. Je pense qu'il y a une valeur intrinsèque
à la liberté de choisir le lieu où on se trouve, donc cette mobilité, je parlerai de mobilité à partir de maintenant, ça ira plus vite. Si vous prenez l'opposé, c'est toujours intéressant de prendre l'opposé pour juger d'une valeur. L'opposé, c'est le prisonnier. C'est vraiment qu'est-ce que je perds en termes de qualité de vie lorsque je suis dans une prison. Eh bien, on perd, entre autres choses, la capacité de choisir où on va se déplacer. Et donc, je pense que quand on n'est pas dans une prison, on voit très bien la valeur intrinsèque de la capacité de choisir le lieu où on vit. Lié à ça, il y a bien sûr tous les droits que le droit à la mobilité va rendre possible. Le droit d'être mobile, c'est le droit de choisir un travail. De choisir un travail peut-être par rapport à un pays ou une région où on n'a pas de travail. C'est le droit de choisir des relations personnelles. C'est des relations amoureuses, c'est des relations familiales, c'est des relations amicales. C'est le droit de partir dans une autre culture. Vous verrez, chaque fois que je dirai le mot culture, j'emploierai les fameuses guillemets pour être extrêmement prudent. Mais voilà, si on a envie de vivre dans un autre type de contexte, le droit de la mobilité, c'est le droit de le faire. Je suis valaisan, j'habite la plupart du temps Zurich, et voilà, je suis exactement un produit de cette liberté individuelle. Il y a quelques dizaines d'années, le canton de Zurich, ou la ville de Zurich plus précisément, n'aurait pas été extrêmement heureux d'accueillir un valaisan qui vient, il n'a pas le sou, il va potentiellement coûter, et pourtant, on voit bien que si on repose la question en termes de liberté, c'est la liberté d'un concitoyen suisse de se rendre dans un autre canton. Et la réflexion qu'on va avoir maintenant, c'est de se dire, est-ce que ce même terme de liberté, il permet de poser la question au-delà des frontières nationales, ou est-ce qu'il est limité à ce qui se passe dans un pays? D'accord? Et je pense qu'il permet de poser la question de la liberté de se déplacer au-delà des frontières nationales. Si vous prenez la libre circulation des personnes, alors vous me direz c'est facile de commencer par ça, la libre circulation des personnes au fond en Europe, c'est l'idée que les pays européens, c'est la symbolique du passeport européen extrêmement forte, qui dit on est au fond tous des citoyens européens. Et on a à ce titre, parce qu'on est citoyen européen, le droit de se déplacer au sein des pays d'Europe. Et donc en termes de mobilité, vous avez un argumentaire qui est très très similaire à ce qui se passe en Suisse. Parce que vous êtes citoyen suisse, vous avez le droit de vous déplacer dans les différents cantons, de vous installer dans un canton. Au niveau européen, en termes de mobilité, c'est la même réflexion qui s'impose. Est-ce qu'elle va nous permettre d'aller plus loin que l'Europe? Oui. Si vous avez un Chinois, une Nigériane ou un Américain qui veulent venir en Suisse, je pense que la question se pose de nouveau en termes de liberté, en termes de capacité des personnes de choisir la vie qu'ils veulent mener, d'avoir les moyens de la mettre en œuvre et d'ensuite poursuivre leur objectif de vie. Vous me direz, les sceptiques, facile, il a pris des exemples de migration dite choisie, où les gens ont fait le choix de se déplacer, donc c'est la partie facile en termes de liberté. Vous avez absolument raison, mais je pense que même la migration dite non choisie, forcée, on pensera à tout ce qui relève du domaine de l'asile, nota bene bien entendu que les lignes entre les deux ne sont pas du tout claires, on peut y revenir après. Où commence le domaine de l'asile, où s'arrête celui de la migration, ou si vous voulez, où commence la migration dite forcée, où s'arrête celle qui est dite libre ou choisie. Mais là aussi, je pense que l'asile, quelqu'un qui fuit une situation de danger pour sa vie, mais aussi pour ses libertés, c'est souvent un asile politique. Après la Deuxième Guerre mondiale, le système d'asile est construit sur l'idée qu'on va protéger des gens qui sont persécutés politiquement. On les poursuit, on les maltraite, on les condamne parce qu'ils ont certaines opinions politiques. Et donc là aussi, on peut très bien reposer cette question en termes de liberté individuelle. Les gens ont fui une situation afin d'améliorer leur capacité à choisir la vie qui est la leur, parce que tout simplement dans le pays où ils sont nés, c'est plus possible. Et bien sûr, cet argument de la liberté permet de poser aussi les questions en termes de regroupement familial, et avec ça, on aura disons, les trois grandes portes d'entrée de la migration. La migration à des fins professionnelle, la migration qui relève du domaine de l'asile et la migration qui relève du regroupement familial, qui va aussi permettre de dire, voilà, se déplacer pour vivre avec sa famille, c'est l'expression de cette liberté de choisir où je veux vivre, pour aller vivre avec les miens, que ce soit à la suite d'un mariage, que ce soit pour des enfants, que ce soit même pour une famille plus large. Donc voilà, ça c'est la première hypothèse philosophique. La liberté va permettre de poser cette question de la migration. Bien sûr, ce n'est pas l'unique valeur. On va parler de solidarité, on va parler de responsabilité, on va parler de ce que les citoyens du pays qui va être le pays cible des mouvements vont aussi pouvoir avoir à dire. Mais là aussi, je pense qu'on peut reformuler cette question en termes de liberté. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de la narration politique sur la migration. Je ne vous apprends rien. Ça s'est un peu calmé ces derniers temps, mais on a eu de nouveau cette votation il y a quelques semaines
sur la question, la dimension en tout cas européenne de la libre circulation des personnes. On est dans une narration de contrôle de l'État. L'État cherche à contrôler la migration. Contrôler, c'est souvent un euphémisme pour dire il cherche à l'empêcher, bien souvent. On dit contrôle pour être diplomatiquement un peu correct. L'objectif plus ou moins avoué, c'est de l'empêcher. Et c'est la question du monde idéal qui se pose derrière ça. Ça peut être intéressant à discuter. Faites vous-même l'expérience, prenez 10 secondes. Dans votre monde idéal, est-ce que, en admettant qu'on a pu résoudre tous les conflits qu'on trouve sur la planète, il n'y a plus de problème, les gens vivent plus ou moins bien là où ils sont, est-ce que dans ce monde-là, il y a encore de la mobilité ou est-ce qu'il n'y en a plus? Je pense que c'est la question du monde idéal. Si vous avez un monde idéal où vous pensez qu'il n'y a pas de mobilité, vous pensez que la mobilité, c'est juste une réponse à un problème, et que s'il n'y a plus de problème, il n'y a plus de mobilité, les gens restent chez eux, et que c'est un idéal. Ou au contraire, vous pensez que, comme moi, vous l'aurez compris, la migration, ce n'est pas juste une réponse à un problème, c'est une recherche de liberté, c'est une volonté d'améliorer sa qualité de vie, de poursuivre la vie qu'on a choisie. Et dans ce cas-là, même s'il n'y a plus de conflit, eh bien sûr, il y aura encore de la mobilité. C'est peut-être même là qu'elle va vraiment commencer, si on parle en tout cas de mobilité dite choisie. Je reviens à ma question du contrôle. On a cette narration du contrôle, on a cette narration de la répression. L'Union européenne, voilà, vous avez entendu la présidente de la Commission européenne il y a quelques semaines présenter le nouveau pacte européen pour les questions de migration, qui regroupe alors pour le coup tout. Elle a tenté, Ursula von der Leyen, de faire tapis avec une nouvelle proposition de complètement refonder le régime de mobilité vers l'Union européenne, pas au sein de l'Union européenne, mais vers l'Union européenne. Et on a vu que là aussi, la narration du contrôle, de la répression aux frontières, du choix des gens qui ont le droit d'entrer sur le territoire de l'Union et tous ceux qui ne vont pas avoir le droit d'entrer sur le territoire de l'Union est extrêmement fort. Je pense que, globalement, on surestime massivement la capacité des États à contrôler la migration. Les États auront assez peu de moyens de contrôler de facto la migration, à moins de monter dans des extrêmes qui coûtent extrêmement cher en termes financiers, en termes humains et en termes de valeur ou de cohérence pour un État, disons un État libéral comme la Suisse. Voilà, si on veut vraiment contrôler la frontière, et on a vu un petit peu avec la crise du corona ce que ça pouvait vouloir dire de recontrôler la frontière et de vraiment poser des gardes, des barrières, on voit en termes humains ce que ça coûte. Avec le corona, c'est entre guillemets beaucoup plus bon enfant parce que les gens acceptent beaucoup plus facilement cette décision. Sinon, ça nous conduit à des situations de type, vous devez commencer assez rapidement à tirer sur les gens pour les empêcher d'entrer. Et voilà, là en termes humains, il y a des coûts qui sont massifs. Et si on refuse ces coûts, ce que je pense que c'est une bonne idée, on est dans une situation où la frontière est extrêmement difficile à contrôler. La migration va de toute façon avoir lieu. On va pousser la situation vers l'irrégularité. On va pousser les gens à prendre des risques pour entrer dans certains pays, dans certaines zones. On l'a vu avec l'Union européenne, les différentes voies migratoires qui s'ouvrent et se referment au gré des contrôles qu'on applique. Et donc, on va simplement faire monter le prix de la migration. Et nota bene, faire monter le business des passeurs. Mais ça, c'est un effet secondaire de toute cette logique de répression. Donc, on doit remettre en question, en termes de narration politique, ce que l'État peut faire en termes de contrôle. Et on doit, à mon avis, basculer dans une logique de organisation du Verbindung weg. Ja. Ist das bei allen? Was stimmt denn? Also wenn es streamt eigentlich noch, dann... Aber jetzt sind alle raus. Ja, ja.
Also der Facebook, also die Verbindung zu Facebook funktioniert noch, so scheint es irgendwie der bessere Schützenservice. Funktioniert und so. Zoom. Alors on attend. T'as un lien qu'on peut partager ou même pas? De l'événement. Ouais, bon ben, il est sur Facebook ou il est où? Oui. Voilà, de retour. On a tout entendu déjà. On a bien entendu beaucoup de choses. Il manque le point 3. T'as bien suivi. Je prends des notes. J'ai vu ça. Jean-Daniel, tu fais comment? Tu restartes le broadcast ou tu gères comment? C'est mes amis qui le font, oui. Il nous manque maintenant Monsieur Lutz. J'espère qu'il va nous rejoindre tout à l'heure. Peut-être, Jean Rochelle,
Sind wir schon wieder auf Spiel? Ja. Rassurez-moi, samedi, ça ne s'est pas passé comme ça pour l'élection du nouveau comité. Non. Okay. Alors, on est vraiment désolé. On a rencontré un problème de serveur. On était donc dans l'intervention de Johan Rochelle dans le deuxième point. J'invite Johan donc à reprendre au deuxième point et nous espérons que Georg Lutz sera parmi nous très prochainement. Il vient de m'informer qu'il y a un petit problème de connexion, mais je pense qu'il va nous retrouver tout à l'heure. Donc, Johan Rochelle, je me permets de te repasser la parole et je me réjouis si vous êtes de retour avec nous pour la suite de la soirée. Désolé encore une fois. Magnifique. Donc, hypothèse numéro 1, hypothèse philosophique, c'était de dire on met la valeur liberté au centre pour poser la question de la migration. Ce n'est pas l'unique valeur, mais c'est la plus importante à mon avis. Deuxième hypothèse, c'était sur la narration politique. On essaie de évacuer la narration du contrôle, de la répression pour aller vers l'organisation du phénomène migratoire, qui pose la question de quel est l'intérêt, quels sont les intérêts qui devraient guider cette organisation du phénomène migratoire. Et puis j'arrivais à ma troisième hypothèse, qui est l'hypothèse plus politique, où on pourrait esquisser certains champs d'action. Alors, un des champs importants me semble être la création de plus de voies de migration légale vers la Suisse. Si on jouait sur les mots, on dirait une libéralisation de la politique migratoire. Si vous prenez le parallèle avec le droit de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, où la Suisse libéralise petit à petit, produit par produit presque, sa politique commerciale, on pourrait imaginer le même genre de processus pour la politique migratoire. On avance pas à pas, on essaie de libéraliser là où c'est possible, parce qu'on est guidé par cette idée qu'une libéralisation de la politique migratoire va renforcer la capacité des individus à faire des choix qui correspondent à ce qu'ils veulent. Et ça nous renvoie bien sûr à cette idée que quand on empêche quelqu'un, si on a une décision négative à la frontière, on empêche quelqu'un de venir en Suisse, on prend une décision qui limite massivement sa liberté et on doit lui fournir une bonne justification pour ça. Je pense que là, il y a un vrai défi qui se joue de basculer de l'idée que la politique migratoire, c'est juste un choix souverain, on fait un peu ce qu'on veut, vers non, on est dans une relation avec une personne qui veut entrer en Suisse et lui dire non, c'est parfois légitime, mais ça demande qu'on justifie une décision. Si vous prenez le train ce soir, vous changez de canton, si vous êtes arrêté par la police cantonale du nouveau canton dans le train, vous allez demander des explications. Pourquoi je n'ai pas le droit d'aller dans le canton de Vaud, dans le canton de Fribourg, dans le canton de Neuchâtel? C'est la même logique qui est en œuvre. Le policier peut peut-être vous donner une bonne explication, mais il doit vous la donner. Je reviens à cette idée de libéralisation, créer des nouvelles voies d'immigration légale. Alors ça veut dire dans tous les domaines à nouveau, en matière de politique avec l'Union européenne, et renforcer cette logique de libre circulation des personnes, qui est au fond un système qui fonctionne sur cette idée de liberté. À nouveau, il est très comparable à ce qui se passe au sein de la Confédération entre les cantons. En matière d'asile, c'est une politique là aussi beaucoup plus proactive où on va offrir des voies de migration légale au titre du domaine de l'asile. Donc on va renforcer le schéma classique de la personne qui arrive jusqu'en Suisse par ses propres moyens et qui demande asile, et donc on va traiter sa demande. C'est aussi des politiques plus proactives d'aller chercher les gens qui sont dans des situations de danger directement ou proches de l'endroit où ils sont en danger. On crée des corridors humanitaires beaucoup plus importants que ce qu'on fait maintenant, qui relèvent vraiment, pour être diplomatique, de la pure symbolique. C'est-à-dire là, on doit parler de chiffres beaucoup, beaucoup plus élevés, simplement en pensant que pour venir jusqu'en Europe ou jusqu'en Suisse, il y a une sélection énorme qui est faite. Si vous êtes dans une situation de détresse, de faiblesse, vous n'arriverez pas jusqu'en Europe ou jusqu'en Suisse. Il y a déjà une sélection, c'est entre guillemets les personnes les plus fit, ayant le plus de ressources personnelles, financières, qui vont arriver au titre de l'asile jusqu'en Europe et jusqu'en Suisse. Et comment on aide les autres, ceux qui sont bloqués sur place? On crée des nouvelles voies d'immigration légale pour elles, pour au moins leur permettre de demander l'asile. C'est pour ça qu'à mon avis, le choix d'abolir la possibilité de demander asile en ambassade était un coup fatal au titre de la cohérence de la politique suisse. Si on estime que la valeur liberté est importante, à mon avis, c'était vraiment une erreur massive de supprimer cette option. On a enlevé une opportunité de migration légale vers la Suisse, ou en tout cas de déposer une demande. Et en matière d'États tiers, donc les États extra-européens, pour l'instant, on a ce système de quotas. Donc, chaque année, la Confédération détermine un certain nombre de permis qui seront ensuite mis à disposition des cantons.
qui sont dans des négociations avec les plus grandes entreprises qui veulent attirer. Voilà, vous avez Google dans le canton de Zurich qui négocie pour qu'il y ait des places, des permis pour ses ingénieurs indiens, américains, chinois. Et là aussi, on peut créer plus de voies d'immigration. Là, il faut être assez ouvert, je pense, à expérimenter des choses en matière d'apprentissage. On peut créer des options très spécifiques qui vont permettre d'aider certaines catégories de personnes. Et je pense que cette discussion de la libéralisation, donc ce champ politique, il doit vraiment être travaillé sous l'angle d'un grand mot qui pèse sur nous. Peser, c'est vraiment le bon terme. C'est le défi démographique qui va s'offrir. Les chiffres parlent une langue très très claire, et là les démographes ont l'avantage de travailler avec des temps qui sont très longs, donc il n'y aura pas d'inversement de tendance rapidement. On va avoir besoin de plus en plus de gens pour travailler en Suisse. Les gens vont partir massivement à la retraite et on sera dans une situation de demande de personnes venant de l'extérieur extrêmement rapidement. On est déjà dans certains corps de métier, dans certains champs d'activité. Donc on doit vraiment avoir cette discussion sous l'angle aussi de l'intérêt strict de la place économique suisse ou de la société suisse en général. Deuxième axe politique, l'aide au développement. Là, je pense qu'on doit complètement inverser les termes du débat. L'aide au développement, ce n'est pas fait pour empêcher la migration. On ne doit pas penser on aide les pays à se développer afin qu'ils ne viennent pas en Suisse. La littérature scientifique est assez claire là-dessus. Si vous voulez, il faut imaginer une courbe comme ça. Si vous êtes très très pauvre, vous ne migrez pas, vous n'avez simplement pas les moyens de migrer. Par contre, plus votre bien-être matériel, vos ressources, notamment financières, augmentent, la migration devient une option de vie pour vous. Donc si vous aidez avec l'aide au développement certains pays, vous allez augmenter, en tout cas à court et moyen terme, le nombre de gens qui sont potentiellement des migrants venant de ces pays. Et c'est une fois qu'ils auront un niveau de vie semblable, disons, prenons la Suisse et les États-Unis, voilà, là vous avez un niveau de migration qui, a priori, ne va plus changer, quel que soit le développement des différents, tant qu'on reste dans cette marge de manœuvre. Et donc l'aide au développement va créer de la migration à court et à moyen terme. Acceptons-le, le but de l'aide au développement, c'est de sortir les gens de la pauvreté, c'est pas de stopper la migration. Et par contre, on doit voir la migration comme étant un moyen d'aider au développement. C'est ce champ d'application des remittances, donc prenez Western Union dans les grandes gares de ce pays. Les migrants renvoient des sommes d'argent absolument massives à leur famille. C'est des petits montants qui s'additionnent, qui sont largement supérieurs à toutes les aides publiques officielles au développement et qui ont un effet très intéressant, c'est qu'ils permettent de créer, ou qui vont en tout cas dans la direction de ce fameux triple win. Donc il y a 3 gagnants. Si on ouvre plus de voies de migration dans ce sens-là, les migrants eux-mêmes qui ont un saut dans la qualité de vie, si ce n'est pas pour la première génération, c'est au moins pour la deuxième ou pour la troisième. Il y a les pays d'origine qui reçoivent beaucoup d'argent. Alors c'est les familles dans les pays d'origine. Tout n'est pas rose au pays des retours d'argent, mais globalement la situation économique de ces régions s'améliore, et c'est les pays de destination qui profitent d'une main-d'œuvre qualifiée, motivée, des gens qui viennent justement remplir les trous que la crise démographique va laisser. Donc ça doit être un des objectifs. Et troisième champ d'application, et je pense que c'est un qui intéresse beaucoup la social-démocratie, c'est un livre d'un politologue canadien qui s'appelle Trey Bilcock, qui dit « Dealing with losers ». Comment on s'occupe des gens qui perdent dans la situation. Il n'y a pas que des gagnants dans ce développement, il y a une majorité de gagnants à mon avis, mais on doit avoir des politiques publiques très claires pour tous ceux qui sont perdants dans le processus. Alors ça concerne bien sûr le renforcement de ce qu'on appellera rapidement un filet de protection sociale. Voilà. Pour aller vite, on peut y revenir. Je pense qu'il faut être ouvert, c'est le système actuel de la libre circulation des personnes en Europe, par exemple, à une certaine conditionnalité dans l'accès à certaines aides sociales au début. Dire si vous venez 6 mois, vous avez le droit de tenter votre chance, de trouver du travail en Suisse. Ça ne veut pas dire que vous avez dans ces 6 mois accès à l'entier de la panoplie des aides sociales qui sont ouvertes aux autres. Il y a une logique contributive un petit peu. Je ne pense pas qu'on peut tout passer sur la logique contributive. On ne veut pas une société où on laisse des gens sur le carreau. Vous venez 6 mois, vous avez un accident durant ces 6 mois, on va s'occuper de vous, on va vous soigner. On est dans cette logique minimale. Par contre, vous n'aurez peut-être pas accès à l'aide sociale au même titre qu'une personne qui est là depuis plus longtemps en Suisse. Donc il y a une certaine conditionnalité à mettre en place, qui est une discussion difficile à mettre parce que les lignes sont pas claires, bien sûr. Je pense qu'on doit mettre une politique publique de renforcement des compétences des gens en général. Ça concerne à nouveau pas que la population qui vient avec une histoire de migration en Suisse, mais l'entier de la population. Compétences pour le marché du travail. Et c'est là que moi je fais un lien très intéressant
avec l'autre sujet qui nous occupe avec Jean-Daniel Straup, c'est les questions de technologie, les questions d'automatisation, de robotisation. Et là, je pense que ces questions-là vont amener toutes les questions que la migration pose depuis longtemps avec une puissance de feu décuplée. De type de questions, est-ce qu'il y a de la place sur le marché du travail pour tout le monde? Est-ce que c'est encore une histoire crédible de dire que chacun doit trouver une place de travail pour être heureux, pour avoir un revenu, pour vivre une vie décente? Est-ce que c'est quelque chose qui tient encore la route? Et si oui, pendant combien de temps? Ou au contraire, on doit gentiment commencer à séparer ces catégories. On peut avoir un travail, on peut avoir un revenu, les deux ne sont pas forcément dépendants l'un de l'autre. On peut avoir une activité qui fait du sens en société, qui n'est pas forcément le travail, qui n'est peut-être pas liée au revenu. Vous me voyez venir, la discussion sur le revenu de base inconditionnel. Et tout ça va toucher les thèmes qui touchent d'habitude la migration, mais qui viennent d'un autre angle, avec des lignes politiques très différentes, des lignes économiques extrêmement différentes. Et là, je pense que la discussion migratoire peut monter en route dans ce train politique et profiter des lignes qui vont bouger pour faire face à cette automatisation, cette robotisation. Et finalement, loser aussi en termes culturels, politiques, ceux qui voient l'identité suisse s'effriter, ceux qui voient une certaine vision du pays disparaître. Alors, on peut discuter si c'est une vision idéalisée, a-t-elle déjà existé, bien entendu. Mais là aussi, je pense qu'on doit donner les outils aux gens d'avoir des identités politiques beaucoup plus fluides. Les identités qu'on a, nous, à titre personnel, c'est comme des casquettes qu'on met sur notre tête. Elles se cumulent. Ce n'est pas des choix qu'on doit faire. On ne doit pas choisir si on est roman ou zurichois, si on est francophone ou si on est si on est étranger ou suisse. Tout ça se cumule et on doit apprendre à vivre avec ces identités multiples à titre individuel et à titre de société. On doit focaliser la narration de société sur les choses qu'on fait bien ensemble. Moi, je trouve par exemple que l'idée que la Suisse, on s'accorde des libertés les uns les autres, on se les protège les uns les autres, il y a une forme de solidarité dans cette protection des libertés. Ça, je trouve, c'est une narration extrêmement positive, elle exclut personne, elle permet de construire une identité qui est forte, mais il faut la mettre en avant. Il faut refuser toutes ces narrations politiques qui excluent certaines catégories au profit d'une unité de façade. Et là, on a un travail à faire pour rendre ces identités plus fluides et améliorer notre capacité de travailler avec. Donc voilà, pour résumer, une hypothèse un peu philosophique sur la liberté, une hypothèse de narration politique, oublier la question du contrôle pour aller vers une question de l'organisation du phénomène migratoire, et puis au moins 3 champs politiques, la libéralisation des voies migratoires, la question du lien avec l'aide au développement et la question des politiques publiques à mettre en œuvre pour accompagner la situation de ceux qui sont, entre guillemets, perdants dans cette situation. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis je me réjouis beaucoup de la discussion. Merci beaucoup, Jean Rochelle, pour cette intervention très riche, non seulement en hypothèses, mais aussi en contenu qu'on saura très certainement discuter. J'aimerais encore une fois inviter toutes celles et ceux qui nous suivent à l'écran à contribuer au débat en écrivant vos questions, vos commentaires. On pourra très très volontiers les intégrer dans notre discussion. Et encore une fois, toutes nos excuses pour la coupure qu'on a eue tout à l'heure. J'aimerais revenir pour un peu lancer le débat et puis peut-être poser une première question qui serait adressée à Adamara sur un élément terminologique que j'ai trouvé très intéressant dans cette intervention, c'est que pendant un certain temps, Jean Rochelle, il a remplacé le terme de migration par mobilité. Et j'aimerais savoir dans quelle mesure, Adamara, ce remplacement, qui est beaucoup plus qu'une simple question terminologique, te paraît convaincant. Bon, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup de l'invitation, de passer ce moment à réfléchir ensemble sur cette thématique très importante. Merci aux gens qui nous suivent sur le Facebook. Pour répondre à cette question, c'est marrant parce qu'on parle migration, mobilité. Johan, c'est surtout une histoire de liberté. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au fond, et je vais axer toutes mes interventions sur cet angle-là, la liberté pour les riches, elle existe. Moi, je dis toujours qu'en Suisse, c'est pas les étrangers qu'on n'aime pas, c'est les pauvres. Exemple, quand vous venez d'un pays soit européen, soit extra-européen, si vous avez un compte en banque de 50 000 francs, vous pouvez obtenir un permis B parce que tout d'un coup, vous devenez nécessaire à la vie économique du pays. Ça, c'est dans la loi. Hein. Si vous payez, vous pouvez avoir
intermédiaire. Donc on voit que la liberté, elle dépend finalement du type de migrant. C'est pour ça que je ne suis pas hyper en accord avec ce que dit mon collègue, parce que justement, la mobilité, bah oui, il y a une mobilité choisie, une mobilité qui n'est pas choisie. Il y a des catégories qui peuvent, d'un point de vue économique, se permettre de venir ici ou ailleurs, et il y en a qui ne peuvent pas, que ce soit d'ailleurs une migration choisie ou pas choisie. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. La deuxième, je réagis un petit peu à tout ce qui a été dit. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites très intéressantes. Il y a la liberté de mobilité de la personne qui veut venir et il y a la liberté de l'autochtone d'accueillir ou pas. Et pour pouvoir concilier ces deux libertés tout aussi importantes, moi je pense qu'il faut, et ça a été abordé en dernier par Johan, il faut qu'il y ait des politiques sociales, des politiques publiques, des politiques de services publics, fiscales, etc., qui ne mettent pas les gens en concurrence pour que chacun puisse y trouver son compte. Moi, je pense que la voie social-démocratique de la migration, mais là, c'est gonflé de parler au nom de la social-démocratie, que je ne veux pas représenter dans son ensemble. Je pense qu'un permis de travail, un permis de séjour. La grosse erreur qui a été faite, c'était l'introduction effectivement d'abord des 3 cercles, ensuite de l'Union européenne et ensuite État tiers, parce qu'au fond on a complètement désorganisé, et ça je rejoins alors l'intervenant, c'est de dire au fond il ne faut pas contrôler, il faut organiser, et avec cette politique de restriction, on a complètement désorganisé la migration parce que les gens viennent. Alors ceux qui viennent, c'est plutôt ceux qui sont dans une économie pauvre dans leur pays, qui cherchent du travail ici. Et même si vous êtes un État tiers, la misère vous pousse et vous venez. Et l'erreur, ça a été que beaucoup de gens prennent les procédures d'asile, alors qu'ils n'ont rien à faire dans les procédures d'asile, et devraient être dans la loi sur les étrangers. Mais la loi sur les étrangers et intégration, on a rajouté ce mot, ça peut-être on pourra discuter tout à l'heure aussi du durcissement de ça, parce qu'on est dans un esprit de durcissement et pas du tout effectivement de libéralité, elle empêche ça. Merci beaucoup, Monsieur Lutz. Je souhaiterais également vous entendre réagir sur cette proposition de changer la narration politique et d'aller plutôt plutôt nous éloigner de cette idée de contrôle. D'un point de vue de science politique, est-ce que vous voyez là une voie réaliste pour une politique de la migration? Bonjour, déjà merci pour l'invitation aussi et puis pour cette première intervention assez riche et stimulant. C'est un débat que je suis depuis très longtemps et qui me préoccupe aussi personnellement. Et puis, pour moi, il y a quand même un assez grand contraste dans toutes ces discussions. Et puis, des fois, je répète un peu ce qui a été dit. Alors, je pense qu'il y a certaines faits qui sont là depuis le début de l'humanité. Le premier, c'est que juste migration, c'est un fait. C'est quelque chose qui existe. Les gens ont bougé. Il y avait la mobilité. Je pense un peu pour moi la distinction, la mobilité, c'est un peu quelque chose un peu moins permanente que la migration. Mais je suis très en faveur de le remplacer, surtout parce que mobilité a un élément plutôt positif et puis migration, c'est considéré plutôt comme négatif. Et je pense que ça, c'est déjà le premier point. Aussi, le Suisse est un pays de migration depuis très longtemps. Et puis, comme ça a été dit, pendant pas mal du temps maintenant, que ça va aussi continuer à être la situation de la Suisse. La Suisse va rester un pays de migration pour les 20, 30, plus d'années à venir. Et je pense, j'aimerais aussi répéter ce que disait Alimara, et puis une grande partie de cette migration n'est pas conflictuelle. C'est la migration volontaire, non forcée. Ça, c'est déjà, je pense qu'on peut parler de la guerre de Suisse, c'est un peu un débat historique, mais il y avait
19e siècle, il y avait lutte entre qui pourrait migrer d'un canton à l'autre. On n'est plus là. Maintenant, ça s'oriente plutôt vers le monde mondial. Mais c'est quelque chose qui est très déterminant. Et puis, je pense, le contraste avec ça, et moi j'ai aussi bien aimé les termes, il faut le organiser, mais le contraste avec ça, c'est un discours qui est énormément négatif depuis très longtemps. On traite la migration comme quelque chose de problématique, qu'il faut limiter, il faut contrôler tout ça. Et pour moi, si je suis là de ce débat-là, et puis je regarde un peu l'historique, c'est un contraste quand même énorme, parce que la capacité d'intégration de la Suisse est impressionnante. On a maintenant 25% de la population résidente n'a pas la nationalité suisse, et parmi ceux qui ont la nationalité suisse, il y a autour de 30% qui sont issus de la migration assez directe, soit eux-mêmes ou un de leurs parents. Et puis, si on compare les problèmes qu'on a en Suisse avec les autres pays autour de nous, les problèmes qu'on a, ça existe, il ne faut pas les négliger, mais la capacité aussi de contrôler ou de organiser cette migration de la Suisse était impressionnante. Donc pour moi, dans le débat, il y a vraiment ce grand contraste. D'un côté, juste le fait, moi je pense, bon, il y a certaines qui pensent qu'on peut limiter la globalisation, moi je pense que c'est impossible. C'est juste une tendance qui va continuer. Des fois, il y a des ruptures, voilà, mais ça va continuer. Et le discours politique, qui est un discours très très négatif, qui est ce contraste. Et puis peut-être on va revenir après, je vais arrêter maintenant pour cela. Et je pense pour moi, une des pistes pour aussi suivre, et je pense aussi ça c'était une des obligations de la gauche, de la social-démocratie et d'autres partis de la gauche, d'essayer de changer ce discours, ce narratif qui est dans le débat politique plutôt négatif. Merci beaucoup. J'aimerais enchaîner avec une question que je pense est un peu sur la table déjà, avec ce que vous venez de dire. C'est aussi quelque chose que Joanne Rochelle a évoqué brièvement, c'est est-ce que ce discours sur la migration en Suisse, est-ce qu'effectivement il est en train d'évoluer? Est-ce que surtout le résultat de la dernière votation nous dit quelque chose sur une évolution de ce discours? Ou est-ce que nous sommes toujours, à votre avis, M. Lutz, dans une situation de discours qui est celui des 20 dernières années, où effectivement la politique de la migration elle a constitué quand même un champ de bataille, si vous voulez, très important et très polarisant pour la Suisse? Moi, si on regarde les sondages sont assez clairs. Une majorité de la population suisse est pour limiter la migration. Et ça, c'est la situation depuis 40 ans. Des fois, on trouve des majorités pour ne pas le limiter, mais c'est un raisonnement assez pragmatique. C'est-à-dire que parce qu'on est aussi plus pour des bonnes relations avec l'Union européenne, des fois on a peur des conséquences économiques, mais il y a une résistance dans la population qui, pendant un certain moment, était un craint sur des ressources. Donc, on a pensé que ça va donner une redistribution défavorable aux ceux qui sont déjà là. Et ça s'est transformé plutôt, là il y a quand même une transformation, ça s'est transformé plutôt dans un conflit plutôt que je l'appelais un conflit culturel. Donc pour certaines, ça met en question leur identité, et je pense l'identité nationaliste, même si on sait que plein de gens, ils ont différentes identités, ils ont différentes casques dans leur vie, mais cette identité nationale, elle reste toujours forte, et cette menace sur l'identité culturelle, dans les derniers 40 ans, est devenue plus important que le conflit sur les ressources. Mais je pense la plupart une majorité, pas la plupart, mais une majorité, si on demande aux gens est-ce que vous voulez limiter la migration, depuis très longtemps, une majorité est pour. Mara? Ouais. Par rapport à cette idée d'acceptance de la migration, je reviens à ce que je disais au début.
En Europe, il se passe quoi? Mais pas qu'en Europe. Il se passe des plans d'austérité monstrueux. Il y a eu la crise en 2008, etc., etc., etc. Maintenant, le Covid. Il y a des plans d'austérité. Pour le coup, des partis libéraux dans le sens économique du terme, mélangés à un mouvement de migration, c'est la bombe explosive d'identité. Ça c'est le mix qu'il ne faut pas, justement, ça rend les gens complètement, j'allais dire, souverainistes et fermés. Or, ce qu'il faut dire par rapport à la narration, c'est ce qu'il faut essayer de rappeler, c'est de dire les migrants ont apporté des droits aux Suisses. Si je prends la migration des années 70, ceux qui venaient d'Italie, c'est celle que je connais le mieux pour cause puisque mes parents sont italiens, eh bien, ils avaient une culture syndicale qui était probablement presque plus forte que la culture syndicale ouvrière suisse. Et ils ont amené des droits à tous les ouvriers en Suisse, que ce soit suisses ou étrangers. Donc ça, il faut aussi essayer de rappeler que quand ça vient de l'extérieur, il y a des droits. On a fait la votation sur les juges étrangers il y a quelques années. On a essayé de démontrer que des jugements de la Cour européenne, la Cour de justice, donc, ça donne des droits supplémentaires aux travailleurs en Suisse, par exemple. Donc ça, c'est important de démontrer. Et puis, on arrive finalement à cette narration politique qui a été ça a été un hold-up de ce que c'est qu'être suisse, par, évidemment, on va les nommer, l'UDC, avec des exclusions et surtout des mythes d'histoire immobile. Je prends un exemple, la naturalisation facilitée de la 3e génération. Quand vous écoutiez ceux qui étaient contre, alors c'était même pas une automatique, c'était sur demande, eh bien pour cela, il y avait encore un soupçon de non-intégration, comme si au bout de 3 générations, si vous étiez italien, vous parliez que italien, vous mangez que des spaghettis et vous dansiez la tarentelle, quoi. Il y a cette espèce de narration aussi de pureté et ce qui vient d'extérieur va entacher une sorte de pureté. Et j'aimerais après terminer, et ça c'est le rôle de la social-démocratie, il faut être extrêmement attentif parce que le souverainisme aujourd'hui, il n'est pas que des nationalistes, il y a une partie souverainiste à gauche, notamment chez certains syndicats ou syndicalistes, qui pour protéger des conditions de travail helvétiques sont un peu, dans les années 70, c'était clair, le rôle des syndicats avec l'initiative Schwarzenbach était un peu ambigu. Et aujourd'hui, on revit ça, alors même que, on l'a vu dans la dernière campagne, pour maintenir les mesures d'accompagnement pour tous les employés salariés ouvriers de Suisse, il fallait cette libre circulation avec l'Europe. Donc c'est aussi l'interprétation parfois exclusive ou enfermée d'une certaine gauche qui continue quand même à propager cette idée négative de la migration, mais j'insiste, il y a quand même, dans la social-démocratie de manière générale en Suisse, il y a quand même cette ouverture. Merci, j'aimerais peut-être revenir là-dessus dans un dernier temps de la discussion, mais rester un peu brièvement encore à cette disons, tension entre ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui se sentent comme étant d'ici, parce qu'on a reçu une question très intéressante. Peut-être, Joanne Rochelle, tu veux rebondir là-dessus. Une question très intéressante de quelqu'un qui nous suit à l'écran, un peu qui porte sur l'importance de la cohésion sociale, c'est-à-dire d'une culture partagée. Et la question porte sur la liberté, dans le sens où la question est de savoir dans quelle mesure il y a une liberté d'exiger ce qu'on pourrait appeler une homogénéité culturelle ou un partage de la culture, au lieu justement de ce qu'on peut peut-être considérer comme un mélange. Donc, dans quelle mesure il y a aussi cet aspect de liberté qui est à tenir en compte dans toute cette discussion. Joanne Rochelle. Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense, alors là, il faut être très très clair. La question de comment on vit ensemble dans une société qui est profondément pluraliste, elle n'a rien à voir avec la question de la migration. Si vous prenez la Suisse maintenant, vous la déplacez au milieu de l'océan Atlantique, vous réduisez la migration à 0,
vous n'avez pas réglé la question de comment on vit ensemble avec des gens qui pensent différemment. Alors, on est vraiment dans le produit, le développement, à mon avis, extrêmement positif de la société libérale ou libre, comme vous voulez. C'est que vous laissez les gens vivre comme ils veulent, vous aurez des gens qui vont faire des choix différents. Ils vont avoir des valeurs différentes, ils vont avoir des objectifs de vie qui sont différents, des façons d'organiser leur vie qui sont différentes. Et là, je pense qu'il faut s'en réjouir. Enfin, voilà. Quelle est l'alternative, vous me direz? C'est-à-dire laisser les gens pas libres et les contraindre socialement. Voilà, pensez aux vallées dans les années 60, certains villages. Là, vous aviez un vrai contrôle social, des options de vie passablement limitées par des institutions, pensez à l'église, mais aussi simplement par le regard des autres, les autres familles. Alors, ça, c'est pas le modèle, à mon avis. Donc, le modèle, c'est laisser les gens libres, ils font les décisions qui sont les leurs, en la lumière des valeurs qui sont les leurs. Et tout ça n'a rien à voir avec la migration. On est vraiment dans la logique de la société libre depuis, on dira, les révolutions libérales du 19e siècle. Ils mettent au cœur de la société démocratique libérale cette idée de liberté de l'individu. Et la migration, si vous voulez la remettre dans le jeu, donc on reprend la Suisse qu'on a mis au milieu de l'Atlantique, on la remet au milieu de l'Europe, elle va accélérer ce mouvement. Elle va peut-être le faire apparaître plus clairement au souvenir, mais sa logique n'est pas du tout une logique migratoire. Et ça, je pense, c'est extrêmement clair d'être assez précis là-dessus, que les gens sont de plus en plus divers, ils ont une façon d'organiser leur vie. Rien à voir avec la migration, à voir avec le fait qu'on les laisse libres et qu'on les laisse choisir et qu'avant, ce n'était pas le cas. Et je pense que donc, à partir, si on fait ce diagnostic, on doit réinterpréter, réinvestir un des autres grands monuments de la narration politique en Suisse, c'est cette idée de nation de volonté, de Willensnation. Pour retransformer ça, ce concept, il est ultra intéressant, je trouve. La Willensnation, c'est des gens qui décident de se mettre ensemble pour accomplir des choses ensemble. Ils sont plus forts ensemble et ils vont travailler à la qualité de vie de tous en étant ensemble. Et ça, c'est la narration parfaite pour les questions de participation à la vie en société. J'aime pas du tout le terme d'intégration. Je pense qu'il faut beaucoup plus parler du terme de participation à la vie en société. Et qu'est-ce que c'est de laisser des gens participer à la société? C'est simplement cette volonté d'être plus fort ensemble, l'ambition de construire quelque chose ensemble. Et c'est cette idée de nation de volonté. Adama, à ce sujet, ou bien oui, Georg Lutz, volontiers. Mais je pense qu'on peut quand même aller encore un peu plus loin de ça, parce que si on parle de la cohésion sociale, et puis vous avez aussi maintenant exprimé que c'est quelque chose d'importance, après pour moi il y a quand même l'élément suivant, c'est de quelle société on parle. Et puis là, on se retrouve quand même assez rapidement dans un discours qui se retrouve quand même à l'interne d'une région géographique avec des frontières. Et puis là, on pense que là, oui, là il faut garder une certaine cohésion, c'est important pour un pays. Mais si, au moment où on fait ça, on se retrouve quand même assez directement aussi dans un discours qui est de nouveau nationaliste, qui définit qui est partie de la société et pas. Comme vous avez dit, vous avez dit que oui, on accepte un certain pluralisme. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a d'autres éléments qui sont devenus beaucoup plus importants que la migration. Mais si on fait le lien avec la migration, on parle d'une cohésion à l'interne, normalement d'un pays, très souvent d'un pays. Et pour moi, il y a quand même un problème qui va beaucoup plus loin dans ce débat, c'est que on n'a pas réussi, et aussi pas dans la gauche, on ne voit pas des voix qui disent que, ok, il faut dépasser ce discours qui reste jusqu'à maintenant comme un discours assez nationaliste. Et puis, j'ai le sentiment que la social-démocratie va être toujours bloquée si on reste dans ce débat assez isolé. Parce qu'à la fin, moi j'ai toujours le sentiment, je suis pas membre d'aucun parti, hein, juste pour être clair, hein, mais j'ai toujours le sentiment que, c'est-à-dire une position social-démocrate pure, qui se base sur les principes fondamentaux de la Révolution française, qui sont la liberté, égalité et la solidarité. Il devrait demander pour que c'est quelque chose qui se passe au niveau global. Et puis qui demande aussi, surtout sur l'élément de cette solidarité, une espèce d'acceptation de transfert, une espèce de transfert des ressources, un équilibrage des ressources au niveau mondial. Et si on parle de la cohésion sociale, c'est pas le débat qu'on a. On n'a pas le débat sur qu'il faut garantir une société
qui va être une société globale, je suis convaincu que c'est irréversible, va à long terme seulement fonctionner si on accepte les mêmes principes sur solidarité, égalité et puis liberté qu'on accepte au niveau national, qu'on arrive à les transférer à un niveau international, global. Et puis, ça c'est une position qui me paraît très intéressante, mais aussi, je veux dire, philosophiquement très intéressante, parce que, juste pour avoir votre avis, Monsieur Lutz, là-dessus, après je souhaiterais passer la parole à Damara, qui a déjà signalé qu'elle veut dire quelque chose, mais alors quelle serait l'entité qui serait en mesure de, par exemple, mettre en place des systèmes de distribution, de redistribution, tel que l'État-nation est le rôle de l'État-nation. Donc, quelle serait l'instance qui le ferait au niveau global, à votre avis? Mais je pense que, juste pour être clair, c'est une position complètement irréaliste. Hein. Il faut le dire. Hein. On est très loin d'avoir un système de gouvernance mondiale, un système de redistribution mondiale. On pourrait imaginer d'avoir quelque chose autour des Nations Unies qui met un système en place. Au moment où on le fait avec de l'aide qui est assez problématique, comme c'était dit avant. On est très loin, hein, mais je pense, ça ce que j'essaie de dire, c'est que bon, vu que c'est pas possible, c'est aussi d'un point de vue politique, je sais pas une position que les social-démocrates peuvent défendre. C'est politiquement assez suicidaire de demander ça et puis essayer de gagner des élections. Mais je pense parce que c'est pas possible de le pousser à ce niveau-là et de défendre les mêmes principes au niveau national, on va toujours avoir la difficulté de définir une position cohérente social-démocrate. Parce qu'il y a toujours ce conflit que, d'une côté, on lutte pour des principes qu'on limite en même, qu'on limite en même temps pour ceux qui n'appartiennent pas à la société dans laquelle on discute un moment. Alors, merci beaucoup, Adamara. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels tu devrais répondre en tant que politicienne active du Parti socialiste. Ouais. D'abord sur la redistribution qui ferait mondiale, qui ferait une cohésion sociale mondiale. Je suis désolée de revenir avec les thématiques, mais c'est la fiscalité. Tant que vous n'avez pas en Europe, par exemple, une fiscalité harmonisée et que tout le monde, le sport préféré de tous les pays et en Suisse de tous les cantons, c'est d'entuber le voisin avec des taux extrêmement bas pour attirer les riches. Disons que la cohésion sociale, c'est un mot qui est vain, parce que vous allez créer des riches et des pauvres, faire vite, et la cohésion sociale n'existera pas. Je pense que le rôle, le devoir de la social-démocratie historique, présente et future, c'est l'égalité de traitement. D'abord dans son pays, mais au niveau national et international, etc. L'égalité de traitement, c'est pour moi le service public. Je pense que la spécificité de la social-démocratie suisse par rapport à d'autres social-démocraties, eh ben, c'est cette lutte pour le service public qui rend égalitaire. Quand vous envoyez, vous mettez un timbre de 1 franc à une lettre A que vous habitez dans une vallée reculée de Uri ou à Zurich, le lendemain, la lettre, elle doit arriver. Pour les deux endroits. C'est ça l'égalité de traitement. C'est ça où le citoyen, au sens large, se sent rassuré. Et justement, je crois que la social-démocratie, quand même, aussi en Suisse aujourd'hui, reconnaît le citoyen. On parlait tout à l'heure d'appartenance. Moi, je pense que les multi-appartenances donnent une identité. Vous pouvez être suisse de naissance ou pas, homosexuel ou de gauche ou de droite ou athée, etc. Ces multi-appartenances font une identité qui est unique, mais qu'effectivement, on doit vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, moi, je pense qu'une des solutions, c'est le droit de vote et d'éligibilité du citoyen. Non plus, parce qu'aujourd'hui, on vit une sorte, moi, je trouve, de démocratie censitaire au niveau de l'argent. La loi sur la nationalité, je pourrais en parler des heures parce que je la connais bien. En gros, si je fais vite, elle privilégie les riches et les bien formés. Si vous êtes à l'aide sociale, vous n'avez pas le droit de demander, ou 3 ans avant, vous n'avez pas le droit de demander la nationalité, et vous devez passer des tests oraux et écrits. Donc, vous avez exclu tous les non-formés. Donc, on vit déjà dans une définition politique de ce que c'est être suisse. Alors, pour essayer de dévier de ce problème
de nationalisme qui est compliqué quand même à enlever, parlons de citoyen. Et le citoyen, c'est le droit de vote et d'éligibilité. J'ouvre un petit peu, hein, mais c'est des beaux rêves de la social-démocratie qui sont extrêmement importants. Jean Rochelle. Non, alors là, complètement d'accord avec le plaidoyer d'Adamara, bien entendu. C'est une de ces mesures d'accompagnement. Il faut donner le droit de participer à tous ceux qui résident dans ce pays. Ça me paraît absolument clair. Cette idée d'égalité de traitement est aussi absolument essentielle. Elle est comprise. Si vous mettez la liberté au centre, dans un pays comme la Suisse, mais aussi à l'échelle globale, vous dites il faut distribuer de manière égale le droit d'être libre. Et donc, vous avez cette distribution égale. Donc, moi, j'essaye pas trop d'opposer égalité et liberté. C'est l'égale liberté pour le plus possible. Et donc, vous avez cette idée qui vient avec, et bien sûr, l'égalité de traitement qui suit juste derrière. Sur l'aspect global, là, je pense qu'il y a un point essentiel. On ne doit pas, je pense, fantasmer l'État global, que ce soit via les Nations Unies et tout. À nouveau, allons dans une politique de libéralisation, du step by step, pas à pas. Voyons ce qui se passe au sein de l'Union européenne, à nouveau ce qui s'est passé en Suisse au XVIIIe et au XIXe siècle, avec cette plus libre circulation des personnes. Vous amenez automatiquement une discussion sur les mécanismes de solidarité à mettre en place. C'est ce que sont en train de faire les Européens. Si vous êtes allemand, vous pouvez bouger en France. Si vous avez le passeport commun, si vous tombez au chômage en France, qu'est-ce qui va se passer? Qui va payer? Est-ce que la France va avoir le droit de vous renvoyer? Ça, c'est les questions que l'Union européenne affronte actuellement, les limites de la solidarité nationale dans une union de pays. Et ça, c'est la suite de la migration. La mobilité amène cette question sur les mécanismes de redistribution et interroge la définition de la solidarité. Et on n'a pas créé un truc de solidarité européen. On est en train de le créer dans la douleur, hein, il faut bien le dire. La Cour de justice intervient, il y a des discussions politiques extrêmement compliquées. Mais la solidarité se crée petit à petit, les gens sont forcés de discuter ensemble parce que simplement les gens sont mobiles. Et donc les questions qu'ils posent doivent être portées à l'Union, à l'échelle de l'Union européenne. Et on peut imaginer le même genre de fonctionnement en allant petit à petit plus loin. Des accords de libre circulation bilatéraux, ça pose la question de la solidarité. Si la Suisse demain fait un accord de libre circulation comme elle le fait avec l'Union européenne, avec le Japon, il n'y a pas beaucoup de Japonais qui vont venir en Suisse a priori, il n'y a pas beaucoup de Suisses qui vont aller au Japon. Mais voilà, on étend le champ des libertés des citoyens suisses, des citoyens japonais. Il y a cette idée de réciprocité, hein, c'est toujours ma liberté, mais aussi la liberté de quelqu'un d'autre de faire usage d'un droit de mobilité, qui va nous amener à avoir cette discussion. Donc, le niveau global, il est intéressant, il faut qu'on réfléchisse la vision, mais on y va très incrémental. On y va pas à pas, sans se presser, tout ça va se passer, et on va avoir cette discussion politique qui va d'ailleurs être plus solide si elle est faite aussi pas à pas comme ça. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on avance avec cette idée de libéralisation pas après pas, et elle amène mécaniquement, comprenez-moi bien, avec elle cette question de la solidarité qu'on veut. Mais est-ce qu'elle n'amène pas aussi le risque d'être refusée à un moment donné par la population ou par une majorité de la population qui se sent peut-être menacée, ou en tout cas tout cet aspect émotionnel il est là aussi, mais ce risque d'échec il est là tout le temps, n'est-ce pas? Et je pense qu'à nouveau là il faut agir sur tous les plans, hein. C'est le 3e chapitre, les différentes politiques, ça il faut vraiment pas, et je pense que là le PS a joué un rôle important, hein, en ne lâchant rien sur les mesures d'accompagnement en matière de politique européenne. Maintenant, il faut certainement aller plus loin. Il faut aborder le champ de l'identité, de la culture, comme étant aussi un champ politique qu'on doit travailler directement, quoi. On travaille autour, hein, bien sûr, on travaille au droit politique, on travaille en termes de politique d'intégration, vu que la loi sur l'intégration s'appelle comme ça, mais on doit aller vraiment dans la culture maintenant, et avoir ce conflit, il serait exagéré, mais plusieurs narrations qui sont sur la table, et il faut qu'on pousse. Et à mon avis, c'est là qu'il y a une alliance politique extrêmement claire à mettre en œuvre. Je la qualifierais de progressiste, mais on peut discuter sur le mot à appliquer, qui va du PS jusqu'à une bonne partie du PDC et du PLR, si on arrive à tourner ça correctement, et qui est extrêmement intéressante. Peut-être proche de sur la narration, hein. On va après se mettre d'accord sur des objets politiques concrets. Adamara connaît ça bien mieux que moi, c'est plus compliqué. Peut-être proche de ce dernier point, nous avons encore un commentaire qui
qui dit comment définir le terme de l'intégration, puisqu'il a été évoqué tout à l'heure, comment le définir et comment justifier cette exigence de l'intégration en soi. Je ne sais pas qui souhaiterait répondre parce que je pense que c'est quand même une question assez importante et qui peut être en tension aussi avec la notion ou le concept de liberté dont on parle assez fortement ce soir. Ada peut-être. Bien volontiers. Un petit préambule. On est en train de vivre, en fait, on a eu d'un côté une facilitation pour les jeunes sur la naturalisation et en même temps, en 2018, un durcissement des conditions, comme je vous disais tout à l'heure, de la naturalisation ordinaire. Pourquoi on a dû durcir, la majorité a voulu durcir la loi sur la nationalité parce qu'on avait durci tellement la loi sur les étrangers que pour finir, c'était plus facile d'être quasiment suisse au niveau des critères que étranger tranquille en Suisse aussi au niveau des critères. Donc, on a durci. Au lieu de faciliter la loi sur les étrangers, on a durci la loi sur la nationalité. Et la loi sur les étrangers, effectivement, il y a un rajout et intégration. Alors moi, je plaide pour le droit de foutre la paix aux gens. Il y a des étrangers qui viennent en Suisse, qui font leur vie tranquille, ils travaillent, ils envoient leurs enfants à l'école, ils vont en vacances dans leur pays d'origine. La première génération aura toujours un accent à couper au couteau dans 20, 30, 40 ans. On s'en fout, c'est leur droit, la liberté d'être tranquille. Alors qu'on a des exigences, c'est quasi maintenant s'il ne faut pas chanter l'hymne suisse sous le drapeau le matin quand on se réveille, quand on est de la première génération. Donc l'intégration, et c'est une vraie question, une excellente question, elle est politique. Je prends toujours la loi sur la nationalité, que je connais mieux. Quand vous faites des procédures de naturalisation, il y a une définition politique de ce que c'est être suisse. Parce que chaque commune, chaque canton qui ont des compétences en la matière vont faire des questions, vont évaluer. Si c'est tout un groupe de progressistes qui évalue, il va être plus cool sur ce que c'est l'intégration et il va donner la naturalisation. Si c'est qu'ils sont plus stricts, alors le PDC, je ne suis pas sûre qu'on arrive encore à faire des alliances sur ces questions, mais bon, ça c'est une autre question. Ce sera plus dur. Donc alors il y a la loi qui donne des critères qui sont objectifs, et encore justement parce qu'ils disent s'intégrer économiquement, avoir un niveau de langue, sinon on est rétrogradé. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec la nouvelle loi sur les étrangers et l'intégration, si vous n'avez pas un certain niveau de langue, justement, vous pouvez voir votre permis C rétrogradé en permis B ou perdre carrément le permis B, alors que vous êtes là, tranquille, vous travaillez, vous embêtez personne. Sans parler alors évidemment de la dépendance à l'aide sociale, etc. Même si ça fait une vie que vous êtes là et puis que vous êtes allié un jour, vous avez des problèmes. Mais donc, on voit que c'est un défi politique. Il y a des critères objectifs, mais qui ont des vraies conséquences politiques. Et puis, il y a un rapport de force pour introduire ces critères dans une loi. Non, moi, dans ce débat, je dois toujours honnêtement dire, je suis toujours un tout petit peu perdu. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette définition assez minimaliste. Ça, je peux suivre certains niveaux de langue, une intégration économique, respect des lois. Mais après, si je regarde ce qui se passe en réalité, on a des exigences avec lesquelles il faudrait presque dénaturaliser une grande partie de la population suisse. On demande une intégration sociale dans certains types, mais pas dans d'autres, qu'on ne demande pas aux ceux qui sont là. Donc pour moi, c'est un débat qui est très très politisé. Il y a très peu de logique dans ce débat qui s'explique par l'historique, etc. Et puis je pense qu'on a quand même réussi d'avoir un certain consensus sur une définition plus minimaliste, mais aussi plus homogène au niveau suisse. Mais des fois, j'ai un peu le sentiment que intégration, c'est un équivalent de, en principe, être prêt à voter UDC. Dans le discours politique. Après, je dis, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ne votent pas UDC et qui sont quand même des Suisses. Mais
Mais juste une petite anecdote, c'est un long processus. D'abord, enfin, je veux dire, en 2011, le slogan de campagne pour les fédérales de l'UDC, c'était les Suisses votent UDC. Donc les 70% de votants, donc Suisses, par définition, parce que sinon on n'a pas le droit de vote, n'étaient plus considérés comme Suisses. Donc effectivement, l'intégration, il y a l'intégration des étrangers, mais après on arrive à l'intégration des Suisses. Puis de toute façon, c'est une vraie question. Hein. L'intégration ne se pose pas que pour les non-Suisses, mais de manière générale, comment on participe à la vie sociétale. Et moi, je plaide encore une fois pour le droit de ne pas vouloir forcément parler avec son voisin si on est de nature timide. J'aimerais peut-être pour arriver... Ah, ouais, Jean de Rochelle, je n'avais pas vu. Rapide, juste pour embêter un peu. Ouais, alors je pense que moi, je suis sur la ligne d'ADA, je le formulerai peut-être un petit peu différemment. Je pense que ce terme d'intégration, alors bon, maintenant il est dans la loi, tout. Dans un monde idéal, on devrait l'évacuer, lui préférer le terme de participation. Je pense que participation à la vie économique, participation à la vie culturelle, on peut tout faire avec la participation, beaucoup mieux qu'avec l'intégration. Ce qu'on gagne, c'est qu'on n'a pas cette impression que quelqu'un arrive dans une entité préexistante et qu'on doit l'intégrer. Simplement, il s'agit de participer dans un groupe. Si on parle sur la participation, la question des compétences nécessaires à la participation apparaît beaucoup plus clairement. Et donc, on quitte cette idée qu'il y a un chablon du Suisse parfait, les faiseurs de Suisse, hein, l'image, on doit copier pour aller vers une idée. Il faut certaines compétences pour participer. Ces compétences, c'est la langue. Ces compétences, c'est une certaine connaissance du système politique. Et on voit bien, M. Lutz a dit minimaliste. Moi, je dirais fonctionnel. C'est les compétences qui sont clés pour la participation. Le reste, non. Et on voit très bien qu'on arrive chez Ada qui dit le droit d'être laissé tranquille. On te donne, on exige peut-être de toi certaines compétences de base dont on estime que si tu ne les as pas, tu ne peux pas participer à la vie en société. Et sinon, on te laisse tranquille. Et je pense que ça changerait beaucoup de choses dans le débat et surtout, ça décloisonnerait le débat migratoire. Et on pourrait avoir un vrai débat avec les gens en situation de handicap. Et ils sont aussi confrontés à des questions de participation en termes de compétences, eux aussi disent intégration. Et on pourrait mettre tout ça ensemble de manière beaucoup plus intéressante. Et à nouveau, ça fait lien avec l'autre débat, l'automatisation, la robotisation, où là aussi, on va avoir des questions de participation à la vie économique en termes de compétences. Les gens n'auront peut-être plus les compétences nécessaires sur le marché du travail de demain. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et d'un seul coup, on voit des lignes, des champs politiques qui sont d'habitude très séparés, qui se rejoignent et qui ont des combats communs. Et si on dit combats communs, on a peut-être des nouvelles majorités qui apparaissent. Merci. J'aimerais, pour gentiment nous approcher du terme de ce débat, quand même évoquer une question qui me paraît être assez souvent soulevée, c'est celle du lien entre la crise, du moins européenne justement, de la social-démocratie et le thème de la migration. Dans le sens où il est dit que la social-démocratie justement n'a pas réussi de trouver sa place ou de trouver son discours, peut-être aussi son discours positif dans tout ce débat, sans perdre, si vous voulez, son électorat classique. J'aimerais juste savoir dans quelle mesure, et peut-être je peux me permettre de commencer avec vous, M. Lutz, dans quelle mesure ce récit concernant la crise, la social-démocratie vous paraît convaincant ou peut même être basé sur des chiffres ou sur des... Oui. Bon, je pense qu'on voit bien que les partis social-démocrates ont beaucoup baissé dans beaucoup de pays. Et puis, donc, il y avait une période où il y avait une majorité des pays européens, où il y avait des gouvernements social-démocrates, ou au moins avec une participation des social-démocrates, et puis on est très très loin de ça maintenant. Donc là, il y avait quand même un changement assez substantiel. Si c'est lié à thème de migration, je ne suis pas trop certaine. Je pense qu'il y a quand même des différentes... il y a des différentes raisons. Mais je vois aussi une difficulté pour les social-démocrates de formuler une position envers la migration. Et cette question, c'est essayer, donc juste pour être clair, donc, ce discours ou cette vision globale, c'est pas je suis assez réaliste, hein, c'est pas quelque chose, mais pour moi c'était surtout le point, parce qu'on ne peut pas pousser ça comme vision
dans le monde réel, on va toujours avoir la difficulté de formuler une position de gauche cohérente. Hein? Et puis ça va rester. Et puis j'ai aussi quand même assez des doutes de dire c'est possible de dire ah oui quand même c'est un problème, ou d'essayer de dire c'est quand même un problème, mais ce que proposent les partis de la droite ça va trop loin. Je pense aussi ça on n'est pas dans une position de gagnant. Donc pour moi un des éléments clés que j'essaye que maintenant il faut essayer de trouver, c'est d'avoir un discours qui n'est pas un discours principalement de problématique avec la migration, mais de dire que ok alors déjà c'est un fait. C'est quelque chose, j'ai bien aimé ça, c'est quelque chose qu'il faut organiser, il ne faut pas le lutter, il ne faut pas le limiter, il faut l'organiser d'une manière intelligente, et puis on est très loin de le faire. Hein. On a aussi grâce à cette connotation très, très négative. Et là, je pense, là, il y a un rôle des partis de la gauche à jouer d'essayer de le faire ça. Pour être honnête, si moi je serais si je serais payé comme consultant, moi je dirais aux partis de la gauche, mais évitez le thème. Focalisez-vous sur les autres thèmes parce que la lutte, c'est-à-dire que la compétition politique ces jours, il se base sur la domination des thèmes. Puis vous avez les social-démocrates, ils sont souffert très récemment, on parle beaucoup de l'écologie, des discussions de climat, les partis verts sont identifiés avec ces thèmes, et même si les partis social-démocrates, ils sont très compétents là-dessus. Mais c'est super difficile à gagner si ces thèmes sont les thèmes principaux dans le débat politique, et moi je dois dire quand même, c'est très très difficile à gagner dans les élections si le discours se tourne autour des questions de la migration. Peut-être, Adamara, pour clore la discussion, je pense que c'est quelque chose de très intéressant, mais si on pense aux valeurs comme principaux et la liberté, la valeur principale, je m'excuse, et la liberté joue un rôle clé pour la social-démocratie. Est-ce qu'on peut se permettre de se passer de ce thème? Je pense que non, parce que on préférerait, je crois que les stratèges dans les hautes sphères préféreraient s'en passer. D'ailleurs, ceux qui parlent de migration portent souvent un nom à consonance migratoire. On entend très peu des bons noms de chez nous parler de migration, ça c'est certain, mais on ne peut pas s'en passer parce que ça vient à nous. Il suffit qu'il y ait justement une crise économique avec un afflux migratoire et c'est, on dirait, l'apocalypse, quoi. Donc je pense que la réponse social-démocrate, la tentative de réponse social-démocrate, je ne sais pas si elle marche, mais chez nous elle est clairement, comme je disais tout à l'heure, redistribution des richesses, pouvoir d'achat, pour ne pas mettre les gens en concurrence les uns avec les autres. Et c'est cette mise en concurrence des travailleurs, parce que des fois c'est perçu comme ça, hein, la libre circulation des personnes, ceux qui étaient contre, ceux qui sont contre, se disent bah oui, bah il y a un, voilà, c'est. Donc nous, on insiste sur les mesures d'accompagnement, sur le pouvoir d'achat, la redistribution, l'économie. Ce qui est à mon goût quand même un discours un peu restrictif parce qu'on reste très terre-à-terre économique et on parle plus justement éthiquement de la migration, du mouvement, de la mobilité, de l'humain et du citoyen. Mais moi je crois très fort que la social-démocratie doit se battre contre l'austérité des pays économiques et ça c'est la grande force des pays de droite, des partis de droite, c'est d'avoir réussi à occulter que finalement les politiques d'austérité créent la misère et du coup mettent en concurrence les misères les unes contre les autres. Donc moi, si je devais lutter quelque chose par rapport au discours migratoire, c'est de lutter contre cette mise en concurrence d'une précarité contre une autre. Merci beaucoup pour ces derniers propos qui, je pense, rejoignent beaucoup ce qu'a dit Jean Rochelle dans son intervention au début, avec son dernier point, le défi des nouvelles technologies qui va nous amener, qui a encore une fois façonné le monde d'une nouvelle manière, et ou sur justement ces questions de redistribution, de qu'est-ce qui signifie le travail, à qui revient le travail, quel est le lien entre travail et rémunération.
toutes ces questions qui rejoignent les questions de la migration. Je pense que le dernier propos d'Adamara a très joliment, encore une fois, renoué à ce qu'a dit Jean Rochelle au tout début. Donc merci beaucoup pour cette discussion qui, à mon sens, a réussi à porter beaucoup sur ce thème de la liberté en discutant du défi de la migration. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis à l'écran. Merci bien sûr Jean Rochelle pour l'intervention, Adamara Keoglutz pour la discussion. Nous continuons avec notre série d'événements le 24 novembre à Bâle. Peut-être qu'on pourra nous rejoindre physiquement et sinon bien sûr on pourra nous rejoindre en ligne et on discutera aussi de quelque chose qui a été évoqué vers la fin. On discutera du lien entre liberté et climat. Donc au plaisir de vous retrouver le 24 novembre. Bonne soirée à toutes et à tous et puis encore une fois merci beaucoup pour la discussion. Merci.